Au début, je voulais me tirer une balle dans la tête. J'ai pris cette arme et je me suis débrouillée pour trouver les balles. J'ai réussi à charger l'arme et j'ai tiré. Tout a commencé quand j'étais au collège. J'avais 13 ans à ce moment-là. J'ai commencé à sortir avec un garçon. Donc tout se passait très bien. Et puis finalement, les rumeurs ont commencé à venir quand, soi-disant, j'avais couché avec lui. J'étais une fille facile, comme quoi j'avais couché avec lui dans la chapelle du collège. Comme quoi j'avais couché avec d'autres hommes aussi. Je sais pas d'où c'est sorti non plus. Lui, il prenait pas trop la chose en fait. C'était surtout moi. Lors d'une semaine où là, ça a été vraiment très dur. Il y avait un groupe de gars derrière moi qui m'ont dit oui, t'es vraiment dégueulasse, t'es vraiment une fille facile, tu nous dégoûtes, vraiment t'es ignoble, machin. J'en ai eu marre, j'ai pris mon manteau, je suis partie en pleurant de la salle. Une prof a vu ça, elle est venue me voir, j'étais dans le couloir. Le seul truc qu'elle m'a dit c'est bah écoute, c'est pas grave, c'est bientôt la pause, tu restes là, ça va bien se passer. Donc elle a pas cherché plus loin, j'étais un peu déçue. J'avais perdu un peu tout le monde autour de moi, mes amis me lâchaient parce que soi-disant j'avais changé. Celui avec qui je sortais à ce moment-là, même lui s'est éloigné parce qu'il en a eu marre de tout ça. Et ce harcèlement, ça a duré entre 3 semaines et un mois. En soi, j'aurais pu en parler à mes parents de ce qui se passait, mais je savais pas comment leur dire parce que je me suis dit que si on me jugeait à l'école, bah eux aussi allaient me juger. C'est un lundi 24 mars. Je parlais avec des amis et quand je suis partie de la salle, je leur ai dit si vous ne me voyez pas demain, c'est normal. Et quand je suis rentrée chez moi, du coup, ce lundi-là, je me suis du coup réfugiée dans la nourriture. J'ai mangé tout ce que je pouvais, hein, des brioches au Nutella, des gâteaux, tout. Et en fait, ce jour-là, la nourriture ne suffisait pas. Je me suis dit non, il me faut plus, ça va pas. Et là, je suis rentrée dans un état complètement second. J'ai regardé les médicaments à ce moment-là. Non, c'est pas suffisant, c'est pas assez puissant. Et là, j'ai pensé à l'arme de mon père. C'était une arme de chasse, donc très lourde et très grande quand même, qui était pourtant pas du tout à ma portée, pas chargée non plus. Et finalement, j'ai pris cette arme et je me suis débrouillée pour trouver les balles. J'ai réussi à charger l'arme et je suis allée dans le garage, j'ai pointé l'arme sur moi. Au début, je voulais me tirer une balle dans la tête. Sauf que l'arme était trop grande et je me suis dit tant pis, je vise le cœur. Et j'ai tiré. Je me suis écroulée au sol. J'ai entendu mon père m'appeler et moi j'étais incapable de répondre parce que la douleur était tellement puissante qu'on ne peut ni pleurer, ni parler, ni crier, ni faire quoi que ce soit. On est complètement impuissant. Et après, j'ai perdu connaissance. Je sais que mon père m'a portée, il m'a mis sur le canapé. Il n'avait pas vu l'arme à ce moment-là parce qu'il était concentré sur moi et je faisais une hémorragie interne, donc on ne voyait rien. Quand ma sœur m'a réveillée, je lui ai dit « Écoute Lisa, aide-moi, je me suis tiré une balle dans le cœur. » Elle a rien compris, elle a soulevé mon t-shirt et en effet, elle a vu un petit trou dans le haut du ventre. Elle m'a dit « T'inquiète pas, ça va aller. » Elle est allée voir mon père, elle fait « Bah papa, en fait, il s'est tiré dessus et il s'est suicidé. » Désolée. Mon père a appelé la gendarmerie, les pompiers, le SAMU, tout le monde était là. La gendarmerie, ils ont été à la fois très à l'écoute et à la fois très durs parce que c'était l'arme de mon père. Donc automatiquement, ses empreintes étaient dessus. C'est lui qui aurait pu me tirer dessus. Et donc il y a eu une enquête d'ouverte. Moi, j'ai été emmenée à l'hôpital en urgence. Les médecins, les chirurgiens sont allés voir plusieurs fois mes parents, comme l'opération a duré 6 heures. Et ils leur ont dit, bah voilà, il y a une hémorragie, on ne sait pas. Elle perd beaucoup de sang, on ne sait pas du tout ce qui va en devenir. Et quand l'opération s'est terminée, ils sont allés voir mes parents, ils m'ont dit ça y est, elle est en vie, elle est vivante. Maintenant, on attend de voir. 4 jours après, je me suis réveillée, c'était le 28 mars, où là, j'ai vraiment repris tous mes esprits. J'ai vraiment réalisé, en fait, à ce moment-là, que je venais de faire. Je voyais les médecins autour de moi, je voyais mes parents qui étaient à la fois inquiets, fatigués et soulagés en même temps que je sois vivante. J'ai vraiment pensé au fait que j'avais fait du mal à tout le monde. J'ai vraiment pris conscience, en fait, de la gravité. Que j'aurais pu mourir, que finalement ça va, je vais bien et que tout ce qu'il y avait eu au collège, c'était futile par rapport à ce que je venais de traverser. Et de là, en fait, je me suis dit, faut que je me batte, il faut que j'y arrive, je vais m'en sortir, tout ira bien. Au bout de 2 mois, j'ai voulu retourner en cours. C'était la fin d'année scolaire, c'était au mois de juin. Sur ma période d'hospitalisation, j'avais reçu des cartes de toutes les personnes du collège, même des profs, qui me disaient qu'ils étaient là pour moi, qui me soutenaient, que tout allait bien se passer à mon retour, que si je revenais, il serait là. Tout le monde s'y excusait aussi de ne pas avoir réagi. Quand je suis retournée en cours et que là, j'ai eu les questions de « Est-ce qu'on peut voir ta cicatrice? Comment tu vas ?» Voilà. Je leur expliquais toute ma journée en détail. Pour moi, c'était important de parler, donc du coup, je parle tout le temps maintenant. J'étais quelqu'un de très réservée, très timide. J'avais tout le temps la queue de cheval, le col en haut du cou. Suite à ça, j'ai complètement changé. Je me suis coupé les cheveux. J'ai voulu changer de style vestimentaire. À une période, je voulais devenir gothique aussi. Parce que je voulais plus qu'on me voie comme la petite fille fragile. Et que ma tentative m'avait aussi donné beaucoup de force. Je voulais me trouver moi, me retrouver la personne que j'étais vraiment. Et là où ça a été aussi le déclic pour moi, quelques mois après ma tentative, en fait, j'étais avec le psychiatre et ma mère gérait tout autour d'elle, entre le boulot qui était stressant, moi elle voyait que ça n'allait pas, son père qui venait de mourir. Pour elle, ça a été une période très dure. Et en fait, elle a dit, bah,
J'y ai pensé également. Si ma mère l'avait réellement fait, est-ce que elle serait en vie? Est-ce que j'aurais encore ma mère après de moi? J'ai le regret de l'avoir fait quand même, parce que j'ai fait souffrir tout le monde. Mais comme l'a dit un jour ma mère, il fait la personne que t'as fait le plus souffrir à ce moment-là, c'est toi. Donc oui, j'ai le regret d'avoir abîmé mon corps, d'avoir abîmé la personne que j'étais. Il y a un côté que je ne regrette pas parce que ça m'a permis d'avancer et de me trouver vraiment. Après, je dis pas, faut vraiment pas le faire, faut vraiment pas tenter de se suicider pour se retrouver. J'en ai fait ma force, donc je me suis dit ça. Mais c'est vraiment pas la bonne solution. La meilleure solution pour se retrouver, c'est vraiment de se concentrer sur soi, de parler à quelqu'un, que ce soit un oncle, une tante, ses parents, sa sœur. On peut très bien en parler à des amis ou aller voir des personnes. Il y a beaucoup de psychiatres et psychologues qui sont présents et qui sont à l'écoute, et c'est vraiment important. Si j'avais dit à ma mère, voilà, aujourd'hui tu m'emmènes voir une psychologue ou quelqu'un, il faut que je parle, je peux pas vous parler à vous. Je sais qu'elle l'aurait fait. Aujourd'hui, je me sens bien et je suis heureuse. J'avance au jour le jour. Je sais pas de quoi est fait demain, mais j'avance et je sais que je vais y arriver. Il faut toujours s'accrocher au fait qu'on va y arriver, que tout va bien se passer et qu'il y a des choses plus graves que ça dans la vie.